Mes parents m'ont appelé à 2 heures du matin en hurlant. Léa, ton frère, est à l'hôpital en ce moment même. Il est à Courchevel. Envoie 25 000 euros. Immédiatement, sinon il va souffrir toute la nuit. J'ai répondu calmement. Non. Puis j'ai raccroché, j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormi. Pour la première fois en 32 ans, la seule voix dans ma tête était la mienne. Il n'y avait plus l'écho de la déception de ma mère, ni le fantôme du jugement silencieux de mon père. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille m'a traité comme leur distributeur automatique personnel. Je m'appelle Léa Lefebvre, je suis ingénieur en géotechnique et j'habite à Lyon. J'ai été élevé dans la conviction que mon seul but dans la vie était de servir de filet de sécurité pour mes cadets. Mon frère, Théo, l'enfant roi de 25 ans qui ne faisait jamais rien de mal. Et ma sœur, Chloé, une apprentie influenceuse de 22 ans qui pensait que le monde entier lui devait une vie de rêve. Mon père, Michel, un capitaine de pompier à la retraite, était celui qui laissait tout faire en silence. Ma mère, Isabelle, était la reine de la manipulation, une femme capable de transformer la culpabilité en arme de guerre d'un simple soupir. Tu es l'aînée, Léa. C'est ton rôle de prendre soin d'eux. C'était le mantra de mon enfance, et j'y ai cru. J'ai payé pour la première voiture de Théo. J'ai financé le premier voyage de Chloé à travers l'Europe pour ses besoins de contenu. J'ai épongé leur dette de carte de crédit plus de fois que je ne peux en compter. Je cédais toujours parce que c'est ce qu'une bonne grande serait censée faire, n'est-ce pas? Mais cette nuit-là, en écoutant leur panique orchestrée au téléphone, quelque chose en moi n'a pas seulement craqué, c'est devenu de l'acier. Mon refus n'a été ni bruyant ni colérique. Il a été calme. Définitif. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement détruit ma famille. Cela a révélé qu'ils n'avaient jamais été une famille. C'était un syndicat de profiteurs et j'étais leur seule investisseuse. Cet appel à 2 heures du matin n'était pas une demande d'aide. C'était la détonation d'un mensonge soigneusement construit qui avait été toute ma vie. Alors que j'étais allongé dans le noir, le silence de mon appartement lyonnais me semblait plus fort que leurs cris. Le fantôme dans la machine, cette petite voix de culpabilité conditionnée qui me chuchotait à l'oreille depuis 3 décennies, c'était enfin tu. Elle me disait autrefois que j'étais égoïste de vouloir épargner pour mon propre appartement. Elle me faisait honte parce que je prenais des vacances. Alors que Chloé avait besoin d'un nouvel objectif pour son appareil photo. Elle me traitait de mauvaise fille parce que je demandais pourquoi Théo ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois. Mais ce soir-là, ce fantôme était muet. Tout ce que je ressentais, c'était un calme profond, presque glacial. Le genre de calme qui suit une tempête, laissant derrière lui un ciel propre et vide. Je savais que le matin apporterait le chaos. Je savais qu'il y aurait des représailles. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur des conséquences. J'étais prête, car quand on a déjà perdu tout ce qui compte, la seule chose qu'il reste à gagner, c'est soi-même. Et cette nuit-là, j'ai décidé que je valait la peine qu'on se batte pour moi. J'avais commencé à tenir un tableur-il. Il y a environ 5 ans, non pas pour mon propre budget, mais pour suivre l'argent qui sortait de mon compte pour aller dans le leur. Le chiffre était ahurissant. 250 000 euros. $250 000 envolés. Des frais d'inscription pour des diplômes jamais obtenus, des apports pour des voitures qui ont fini par être saisis, des sauvetages financiers pour des projets ratés que Théo appelait des startups. Des financements pour les voyages de Chloé qui n'ont rien produit d'autre que des postes sponsorisés et des dettes. Ce tableau a été la première fois où j'ai vraiment compris le piège dans lequel j'étais. Ce n'était pas seulement de l'amour ou du devoir familial. C'était une prison psychologique que ma mentor, Juliette, appelait le POC, peur.
Obligation et culpabilité. La peur d'être rejeté, d'être étiqueté comme la sœur égoïste, la fille ingrate. L'obligation était l'histoire qu'il m'avait inculquée dès la naissance, que ma réussite n'était pas la mienne, mais une ressource familiale. La culpabilité était l'arme qu'ils utilisaient chaque fois que j'hésitais. Ma mère pouvait me faire sentir comme un monstre parce que j'achetais un nouveau canapé au lieu de payer l'ordinateur de gaming à 5 000 € de Théo. C'était un système de contrôle parfait. Juliette, associée senior dans mon cabinet, l'avait vu venir de loin. Nous déjeunions un jour quand mon téléphone a vibré avec une demande de virement de Chloé de 900 €, libellé Urgence soins de la peau. J'ai commencé à taper mon code et Juliette a posé sa main sur mon téléphone. Léa, m'a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, ils ne demandent plus. Ils se servent, tout simplement. Tu leur as appris que ton puits était sans fond. Elle avait raison. Les demandes étaient devenues des exigences et mon obéissance était un acquis. Le catalyseur final a commencé 2 semaines avant l'appel de 2 h du matin. Théo a annoncé dans le groupe familial WhatsApp que lui et son ami riche, Ryan, partaient à Courchevel pour un week-end santé mentale. Il avait besoin de se ressourcer. Avant même que je puisse réagir, Chloé a ajouté qu'elle y allait aussi pour des opportunités de networking. Ma mère m'a immédiatement envoyé un message en privé, ton frère et ta sœur méritent cela, ma puce. Ils ont eu une année si difficile. Traduction, prépare ton chéquier. J'ai ignoré le message. Quelques jours plus tard, une photo est apparue dans le groupe. Tous les trois, Théo, Chloé et Ryan, posant devant un jet privé. La légende de Chloé disait, direction les sommets. Tellement reconnaissante pour la famille qui réalise les rêves. Un froid glacial m'a envahi. Je connaissais les finances de mes parents. Ils n'avaient pas les moyens pour un jet privé, ce qui signifiait que quelqu'un ouvrait une ardoise qu'il ne pourrait pas payer. Et je savais exactement qui il s'attendait à voir régler la note. Dès qu'ils ont atterri, les réseaux sociaux de Chloé sont devenus une mise en scène d'une richesse indécente. Ce n'était pas des vacances, c'était un fantasme diffusé en direct pour ses abonnés. Ils ont pris une suite de 3 chambres à l'apogée, et elle a posté une vidéo de 30 secondes balayant les salles de bain en marbre, la cheminée crépitante et le balcon surplombant les montagnes enneigées. Elle a tagué l'hôtel avec la légende à la maison pour les prochains jours. Le soir même, ils étaient à une table privée dans un club select, entouré de bouteilles de champagne à 1 000 € surmontées de fontaines lumineuses. Théo a posté une vidéo floue de lui-même jetant des liasses de billets de 100 € en l'air pendant que Ryan riait à ses côtés. Je regardais tout cela depuis mon canapé à Lyon, en mangeant un reste de soupe et en révisant des rapports d'intégrité structurelle pour un projet de pont. Le contraste était si violent que c'en était physique. Le lendemain a été encore pire. Ils ont loué des Range Rover blancs assortis. Chloé a fait tout un shooting photo dans une combinaison de ski Fendi qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Il postait des vidéos depuis le sommet de la Solire, riant et trinquant, totalement déconnecté de la réalité. J'étais en réunion de 2 heures sur la mécanique des sols quand mon téléphone a vibré. C'était une capture d'écran de la story Instagram de Chloé envoyée par une amie d'école. Chloé posait dans une boutique de luxe, tenant un bracelet Rivière en diamant. La légende était un sondage, je craque. Le message de mon ami en dessous était simple, ce n'est pas le bracelet que tu voulais pour tes 30 ans. J'avais envoyé une photo de ce bracelet exact à ma mère un an auparavant. Elle m'avait dit que c'était trop extravagant. Mais voilà que Chloé s'apprêtait à l'acheter sur un coup de tête. Le point de rupture est arrivé ce soir-là. Chloé a posté une photo parfaite d'elle et Théo au dîner. Il rayonnait, verre de vin rouge à la main.
Dans les commentaires, un de ses abonnés a écrit « Waouh, ta famille doit être si fière. Ta grande sœur doit être blindée. » Le commentaire a reçu des milliers de mentions j'aime. C'est devenu viral dans sa communauté. Ta grande sœur doit être blindée. Ces mots brûlaient sur mon écran. Les gens voyaient ce fantasme et pensaient que c'était moi qui le finançais. Ils voyaient leurs dépenses inconsidérées et les attribuaient à mon travail acharné, à mes semaines de 60 heures, à mes sacrifices. Ils ne dépensaient pas seulement mon argent. Ils dépensaient ma réputation. Ils jouaient aux héritiers fortunés avec mes économies. Et j'étais dépeinte comme la mécène de leur style de vie ridicule. J'ai fixé ce commentaire. Pendant 10 minutes, la colère dans ma poitrine devenant de plus en plus froide et dure, jusqu'à se transformer en une résolution inébranlable. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient que la banque était toujours ouverte. Ils allaient découvrir qu'elle était fermée. Pour toujours. Je me suis réveillé le lendemain de l'appel de 2 heures du matin au milieu d'une tempête numérique. La paix que j'avais ressentie était l'œil de l'ouragan, et maintenant j'étais dans les débris volants. Chloé avait choisi l'option nucléaire. Elle avait posté une vidéo de 60 secondes, le visage baigné de larmes, depuis ce qui ressemblait à une salle d'attente d'hôpital. Son visage était bouffi, sa voix tremblante d'une indignation travaillée. Mon frère Théo est sur un lit d'hôpital, à l'agonie, sanglotait-elle face caméra. Et ma propre sœur, Léa Lefebvre, a refusé d'envoyer l'argent pour ses soins. C'est une ingénieure qui réussit à Lyon, elle gagne très bien sa vie et elle le laisse souffrir pour 25 000 €. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a tagué mon nom complet. Elle a tagué le nom de mon entreprise. Elle a mis mon adresse e-mail professionnelle en légende, encourageant ses abonnés à faire savoir à ma sœur sans cœur et à ses patrons ce que vous pensez d'elle. La vidéo a atteint le million de vues avant même que j'ai fini ma première tasse de café. Puis sont arrivés les messages. Ma boîte mail professionnelle a été inondée. J'espère que tu seras viré. Tu es une honte pour les femmes. Le karma arrive. Pour toi, monstre. Mon téléphone vibrait de SMS de numéros inconnus, de messages privés d'étrangers remplis de haine. Ma vie personnelle et professionnelle, que j'avais tant travaillé à construire et à garder séparée, était réduite en cendres par ma propre sœur. Et pourtant, je ne ressentais rien. Pas de panique, pas de peur. L'ancienne Léa aurait été hystérique. Elle aurait appelé, se serait excusée, aurait envoyé l'argent juste pour que ça s'arrête. Mais la nouvelle Léa était d'un calme glacial. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai pris une gorgée de café et j'ai commencé méthodiquement à nettoyer le désordre. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste commencé à supprimer. J'ai bloqué chaque numéro inconnu. J'ai configuré un filtre sur mon email pro qui envoyait tout ce qui contenait les mots « sœur », Courchevel ou « monstre » directement à la corbeille. J'ai désactivé les commentaires sur mes propres réseaux, puis je les ai passés en privé. Ma patronne, Juliette, m'a envoyé un SMS à 9 h avec un lien vers la vidéo. Tout ce qu'elle disait était « Appelle-moi quand tu as une minute ». Je l'ai appelé immédiatement. Je n'ai pas cherché d'excuses. J'ai simplement dit « C'est une situation familiale que je gère. L'histoire en ligne est inexacte. Cela n'affectera pas mon travail. » Elle a marqué une pause, puis a dit « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit de la part des RH. » Et c'était tout. Pas de jugement, juste du professionnalisme. À midi, le bruit numérique s'était calmé, du moins dans mon monde. J'avais construit une forteresse de blocage et de filtres. Ils pouvaient hurler dans le vide, je n'avais plus à les écouter.
Ils avaient fait monter les enchères en essayant de ruiner ma carrière, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était me prouver que j'avais fait le bon choix. Ils ne voulaient pas une sœur. Ils voulaient un sponsor, et je démissionnais officiellement de mon poste. L'appel qui a tout changé est arrivé à 16 h le dimanche après-midi. C'était un numéro inconnu, avec un indicatif de la région de la Savoie. J'ai failli laisser sonner, mais j'ai répondu à la 3e sonnerie. « Est-ce bien Léa Lefebvre ?» demanda une voix d'homme, calme et professionnelle. Ici l'officier Millery de la gendarmerie de Courchevel. Je vous appelle concernant votre frère, Théo Lefebvre. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai continué à plier mon linge. Je vous écoute, ai-je dit d'une voix égale. Il a pris une inspiration. Mademoiselle, l'histoire de l'urgence médicale n'est pas tout à fait exact. Nous avons été appelés au casino hier soir après que monsieur Lefebvre a agressé un responsable de salle. Au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'il avait utilisé une fausse pièce d'identité et une demande de ligne de crédit falsifiée pour obtenir 100 000 € de jetons, qu'il a ensuite perdu. Je me suis arrêté de plier. 100 000 €. Il est actuellement en garde à vue, a continué l'officier, poursuivi pour violence aggravée et escroquerie. Une caution a été fixée à 50 000 € pour sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. La dynamique de pouvoir de toute ma vie a basculé en cet instant précis. La supériorité morale que ma famille revendiquait, la culpabilité qu'ils utilisaient comme arme principale, tout s'est évaporé. Ce n'était plus un drame familial. C'était une affaire pénale. Ils faisaient face à un système qu'ils ne pouvaient pas manipuler avec des larmes ou des histoires tristes. Et leur unique carte de sortie venait de décliner le paiement. « Et pourquoi m'appelez-vous exactement ?» ai-je demandé. En reprenant mon pliage. « Vous étiez listé comme personne à prévenir en cas d'urgence et il vous réclame, » a dit l'officier. Ses parents sont ici, mais il semble incapable de réunir les fonds nécessaires. Je pouvais presque entendre l'euphémisme dans sa voix. J'ai pris une serviette pliée et je l'ai placée sur la pile nette. Alors ses parents ont un problème. Je ne suis pas sa tutrice, et je ne suis certainement pas sa complice. Veuillez diriger toute communication future vers Michel et Isabelle Lefebvre. J'ai raccroché avant qu'ils puissent répondre. Pas 2 minutes plus tard, mon père m'a appelé depuis un numéro masqué. J'ai répondu. Le son était un chaos pur. Ma mère hurlait en arrière-plan, la voix de mon père était contractée par la panique. Léa, ils vont l'envoyer en prison. C'était un malentendu. Tu dois nous aider. Sa voix était désespérée, dépouillée de toute son autorité habituelle. Ce n'était plus un père déçu. C'était juste un vieil homme effrayé qui n'avait plus d'option. Il a commis un délit grave, papa, ai-je dit, ma voix froide. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. C'est ton frère, a hurlé ma mère, ayant arraché le téléphone. Tu ne peux pas l'abandonner dans une cellule. Pendant des années, cette phrase m'aurait brisé. Mais maintenant, elle n'avait plus de sens. Si, je le peux, ai-je dit. Et je vais le faire. Vous avez créé ce monstre. Débrouillez-vous avec lui. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le brouillard s'était enfin levé. Mon père a fait une dernière tentative désespérée le lendemain. Il a appelé d'une cabine ou d'un téléphone public, sa voix éraillée et brisée. Il a une addiction au jeu, Léa, a-t-il avoué, les mots sortant dans la précipitation. Ça dure depuis des années. On ne voulait pas te le dire. Il a tout expliqué. Les dettes secrètes, les usuriers, les 200 000 € qu'il
avaient emprunté en hypothéquant leur maison pour couvrir les pertes de Théo. En me disant que c'était pour des rénovations. Le voyage à Courchevel était censé être sa dernière chance de tout gagner au casino. Ils n'étaient pas seulement complaisants. Ils étaient complices de leur propre ruine financière. Maintenant, la banque saisissait leur maison. Théo risquait de la prison ferme. Et ils étaient complètement, totalement fauchés. On a besoin de 200 000 euros. Léa, a-t-il supplié, la voix brisée. Une dernière fois. On te remboursera. Chaque centime. C'est pour un avocat, pour la maison, pour une cure de désintoxication. S'il te plaît, ne nous laisse pas, ta mère et moi, devenir sans abri. Je me tenais sur mon balcon, regardant les toits de Lyon, l'air vif et froid sur mon visage. Non, ai-je dit doucement. Le mot était simple. Absolu. Il y eut un long silence saccadé à l'autre bout du fil. Puis, il a abattu sa dernière carte, la plus méprisable. On t'a donné l'apport pour ton appartement, a-t-il chuchoté. 40 000 euros. On t'a donné ça. Est-ce que ça ne compte pas? Et c'est là que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Vous ne m'avez rien donné du tout, n'est-ce pas, papa, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il a commencé à sangloter, des bruits. Les étouffés. On était désespérés, a-t-il pleuré. On a pris un prêt personnel. On n'arrivait pas à se faire approuver, alors j'ai imité ta signature. On a payé les mensualités jusqu'ici. Le monde s'est tu autour de moi. Mon apport, la fondation de ma propre indépendance. Ce n'était pas un cadeau. C'était une fraude. Une autre dette secrète dont il m'avait enchaîné. Ils n'avaient pas seulement volé mes revenus futurs. Ils avaient volé mon passé. C'était la trahison ultime. Adieu, papa, ai-je dit, et j'ai raccroché. L'effondrement a été rapide. Sans mon argent pour stopper l'hémorragie, leur monde est tombé en morceaux. La banque a saisi la maison. La carrière d'influenceuse de Chloé a implosé quand l'histoire de la fraude à la cagnotte en ligne qu'elle avait lancée est devenue virale. Ses contrats de marque ont été résiliés. Ses abonnés ont disparu. Théo a accepté un accord de plaidé coupable, escroquerie aggravée en échange de 18 mois de prison ferme. Suivi d'une cure obligatoire. J'ai déménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, j'ai changé de numéro et j'ai nettoyé ma vie de toute trace de le silence qu'ils ont laissé derrière eux était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Mes épaules, contractées par la tension depuis 2 décennies, se sont enfin relâchées. J'ai acheté mon propre logement 6 mois plus tard, cette fois avec un apport qui était véritablement le mien. J'ai enfin compris que poser une limite n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de préservation de soi. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une ressource. Et les ressources finissent toujours par s'épuiser. Ma liberté a coûté 250 000 euros, mais j'aurais payé le double sans hésiter.